Le film commence en 1814, lorsqu'un équipage d'un navire marchand français se dirige vers l'île d'Elbe. Le premier lieutenant du navire, Philippe Danglars, est contre cette idée, mais le capitaine est tombé dans le coma et a besoin d'une aide médicale urgente. Elbe est l'île où le général français Napoléon Bonaparte a été exilé. Les troupes britanniques patrouillent l'île 24h24 et tirent sur toute personne qui s'en approche. Malgré cette menace évidente, le second lieutenant du navire, Edmond Dantès, et le représentant de la compagnie maritime, Fernand Mongo, arrivent sur le rivage de l'île. Ce dernier n'est pas très enthousiaste, mais Edmond est désespéré de venir en aide à son capitaine. Ils sont bientôt accueillis par des soldats anglais hostiles qui tirent plusieurs balles de sommation. Mais avant que la situation ne s'aggrave, Napoléon lui-même arrive sur la plage. Il utilise son influence pour sauver Edmond et Fernand des soldats et offre son aide médicale pour leur capitaine. Plus tard dans la nuit, Napoléon appelle Edmond pour une conversation privée. Le général est impressionné par sa loyauté envers le capitaine du navire et lui demande une faveur. Il lui remet une lettre à remettre à un certain monsieur Clarion. En fait, le général affirme que monsieur Clarion viendra lui-même récupérer cette lettre. Napoléon fait aussi jurer à Edmond de ne révéler la lettre à personne, pas même à son ami proche. Sans qu'il le sache, Fernand les espionne en secret. Le jour suivant, les membres de l'équipage sont contraints de quitter l'île car leur capitaine est décédé. Ils retournent à Marseille, où se trouve le siège de la compagnie maritime. Leur patron, Morel, est informé de tout le voyage et du détour dangereux vers Elbe. Morel est profondément impressionné par Edmond et le promu capitaine du navire. Cela enrage Philippe, qui était le second, et il finit par quitter son poste. Après cela, Edmond rencontre sa petite amie, Mercedes, dans un château au bord de la mer et lui annonce la nouvelle. Il souhaite également l'épouser, mais n'a pas beaucoup d'argent ni une belle bague de fiançailles. À sa grande joie, elle fait une bague avec un fil et la lui met au doigt comme signe de leur amour véritable. Cependant, Fernand, qui est également présent, ne semble pas aussi enthousiaste. Jaloux de la bonne fortune de son ami, Fernand se saoule et révèle la lettre à Philippe. Cela pourrait impliquer le pauvre Edmond dans des accusations de trahison selon les lois du gouvernement français. La scène change alors qu'Edmond dîne avec Mercedes et son père. Ils sont tous excités par la nouvelle de sa promotion en tant que capitaine d'un navire marchand. Leur bonheur est cependant rapidement anéanti lorsque les soldats du roi arrivent. Ils arrêtent Edmond et l'emmènent devant le magistrat en chef de la ville, J.F. Villefort. Le magistrat connaît la lettre de Napoléon et interroge le suspect à ce sujet. En réponse, l'ignorant Edmond révèle qu'il a toujours la lettre, mais ne sait pas ce qu'elle contient. Il la remet au magistrat qui la lit et se rend compte qu'elle contient des informations sur les positions des soldats anglais autour d'Elbe. Ces informations pourraient aider Napoléon à s'échapper et revenir sur le continent français. La situation prend une tournure sinistre lorsque Villefort demande à qui la lettre était destinée. Edmond, honnête, nomme monsieur Clarion, mais précise qu'il ne sait pas qui c'est. Ignorant d'Edmond, Clarion n'est autre que le propre père de Villefort, un fervent partisan de l'Ancien Régime. Le magistrat, qui avait renoncé à son père pour obtenir une position prestigieuse dans la France d'après Bonaparte, est horrifié par la révélation. Villefort brûle immédiatement la lettre et demande à Edmond s'il en a parlé à quelqu'un. Lorsque le pauvre Edmond répond par la négative, Villefort le fait arrêter. Heureusement, Edmond parvient à s'échapper et se rend chez son cher ami Fernand. Mais ce dernier révèle qu'il a vu Edmond avec la lettre et l'a lu pendant qu'il dormait. Dans un retournement choquant, Fernand trahit son ami et le remet aux autorités. Peu de temps après, Edmond est emmené dans une prison infâme appelée Château d'If, située sur une île. Cette prison est extrêmement dangereuse, et personne n'en est jamais sorti. Edmond est ensuite présenté devant le geôlier sadique de la prison, qui le torture brutalement jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Après la bastonnade, Edmond est jeté dans une cellule avec une petite fenêtre qui laisse à peine passer la lumière. Il y a aussi une porte en bois qui ne s'ouvre qu'une fois par an, et la nourriture est tellement mauvaise que même les chiens ne la mangeraient pas. Il est tout seul, sans personne avec qui parler, et ne peut jamais quitter sa cellule. 6 ans passent, et Edmond endure la douleur et la souffrance chaque jour. Il commence à perdre foi en Dieu et essaie même de se pendre, mais il n'arrive pas à se résoudre à le faire. Le geôlier apparaît chaque nouvel an et bat Edmond, et c'est ce que chaque prisonnier subit dans cette prison brutale. Un jour, un Edmond sans espoir est allongé dans sa cellule lorsqu'un miracle se produit. Il entend un bruit étrange venant du sol, et bientôt un vieil homme apparaît d'un trou. Il se présente comme Faria, un prisonnier qui est dans le château d'If depuis 11 ans. Apparemment, il creusait un tunnel pour s'évader,
mais en voyant qu'il est dans la cellule d'Edmond, il réalise qu'il a creusé dans la mauvaise direction. Malgré cette malchance, le vieil homme prévoit de creuser un autre tunnel pendant 8 ans et demande même à Edmond de le rejoindre. Faria lui propose de lui enseigner un large éventail de disciplines académiques et martiales en échange. Edmond, qui a tout le temps du monde et rien d'autre à faire, accepte l'offre. Au fil des ans, Edmond passe la plupart de son temps dans la cellule de Faria, absorbant chaque morceau de savoir que le vieil homme lui transmet. Pour éviter les gardes de prison, il passe par le tunnel pour revenir dans sa cellule 2 fois, une fois lorsque les gardes viennent livrer la nourriture et la seconde fois lorsqu'ils viennent récupérer le seau à déchets. Ils continuent tous deux à creuser le tunnel ensemble et mettent la terre dans le seau à déchets. Ils savent bien que les gardes ne vérifieraient jamais ce seau par dégoût. Un jour, lors d'une conversation, Edmond raconte son histoire à Faria. Il révèle comment le magistrat l'avait initialement acquitté de toutes les charges pour l'arrêter plus tard. Il se souvient aussi comment le magistrat avait brûlé la lettre lorsqu'il s'était rendu compte qu'elle était adressée à quelqu'un nommé Monsieur Clarion. Le vieil homme suggère qu'il doit y avoir un motif caché derrière la décision du magistrat de détruire une telle preuve importante de trahison. Tandis qu'Edmond réfléchit à la remarque de Faria, il commence à reconstituer le puzzle. Il réalise que Monsieur Clarion doit être le propre père du magistrat, qui était autrefois colonel dans l'armée de Napoléon. Tout commence à avoir du sens maintenant, et le vieil homme félicite Edmond pour sa compréhension grandissante du monde complexe de la politique. Après quelques années supplémentaires, leur tunnel atteint enfin les limites extérieures de la prison, près des racines d'un arbre. Il leur suffit désormais de creuser vers le haut pendant encore un mois pour le terminer. Mais alors qu'ils le font, un tragique accident se produit, le sol au-dessus d'eux s'effondre et tombe sur Faria. Edmond parvient à le sauver de justesse, mais le vieil homme est gravement blessé. Avant de rendre son dernier souffle, Faria parle à son élève du trésor infâme qui appartenait à ses employeurs, la riche famille Spada. Il révèle que la vaste richesse est toujours enfouie sur une île appelée Monte Cristo au large de la côte italienne. Le vieil homme remet ensuite à Edmond une carte et l'encourage à utiliser le trésor pour le bien des pauvres. Après cette tragédie, Edmond traîne le corps de Faria jusqu'à la cellule en se cachant dans le tunnel. Les gardes arrivent bientôt et sont choqués de voir le corps sans vie. Ils supposent que le vieil homme est mort de cause naturelle, alors ils enveloppent son corps dans un suaire et vont informer le geôlier. Le groupe arrive plus tard et décide finalement de jeter le corps dans la mer. Dans la scène suivante, les gardes emmènent le corps enveloppé à l'extérieur. Mais alors qu'ils se préparent à compter jusqu'à 3, quelque chose d'étonnant se produit. Une main sort du corps mort et saisit la clé accrochée à la taille du geôlier. Le corps mort et le geôlier tombent alors dans la mer et il s'avère qu'Edmond était derrière tout ça. Il avait caché le corps du vieil homme dans sa cellule et avait habilement pris sa place dans le suaire. Une fois dans l'eau, Edmond brise ses chaînes et attache rapidement le geôlier. Ce dernier tente désespérément de se sauver, mais Edmond veille à ce qu'il rencontre sa fin dans la mer. Le prisonnier nouvellement libre nage alors vers l'île la plus proche et est envahi de joie à l'idée d'avoir enfin obtenu sa liberté après des années de captivité. Quelques semaines plus tard, Edmond arrive à Marseille et rend visite à Monsieur Morel, le propriétaire de son ancienne compagnie maritime. Edmond, qui semble maintenant complètement différent en raison de sa longue incarcération, invente une fausse histoire sur son identité. Il se présente comme un des amis d'Edmond et demande des nouvelles de sa famille. Monsieur Morel révèle tristement que le père d'Edmond s'est suicidé après que son fils ait été accusé de trahison. Il explique que c'est le magistrat de l'époque qui a porté ces accusations contre Edmond. En retour, le magistrat a été promu procureur en chef à Paris. Monsieur Morel mentionne également que quelqu'un a tué le père du magistrat. Comme si cela ne suffisait pas, Edmond est dévasté d'apprendre que sa petite amie, Mercedes, a épousé Fernand et s'est installée à Paris. Animé par un vif désir de vengeance, notre héros décide de se rendre sur l'île de Monte Cristo. Il embauche un homme à tout faire et ensemble, ils se rendent sur l'île en utilisant la carte de Faria. Après plusieurs jours et nuits de recherche, le duo parvient enfin à trouver le trésor, habilement caché dans une grotte. C'est une immense collection de pièces d'or et de boîtes de bijoux qui semble infinie. Ils emportent autant de trésors qu'ils peuvent et se dirigent ensuite vers Paris. Au fil des mois, Edmond s'impose parmi les élites de Paris sous le nom de « Comte de Monte Cristo ». Il achète une propriété extrêmement luxueuse au cœur de la ville et organise régulièrement des fêtes somptueuses. Il invite toutes les familles influentes de la ville, y compris le procureur en chef Villefort, les Danglars et les Montgault. Bien que tout le monde participe à ces fêtes, son vieil ami et son ex-petit ami ne viennent jamais. Edmond découvre bientôt que les Montgault sont criblés de dettes à cause des habitudes de jeu de Fernand.
Il ordonne donc à ses hommes d'acheter la plus grande banque de Paris et convainc toutes les compagnies maritimes d'arrêter de faire affaire avec les Mondego. Quelques semaines plus tard, le comte de Monte Cristo apprend que Fernando et Mercedes ont un fils nommé Albert. Il est profondément blessé par cette révélation, mais décide d'utiliser cette opportunité à son avantage. Il ordonne à ses hommes d'organiser l'enlèvement d'Albert, puis sauve lui-même la vie de l'enfant. Lorsqu'Albert rentre chez lui, il révèle que le comte de Monte Cristo l'a sauvé. Par cet acte, Edmond parvient à gagner la confiance de la famille Mondego. Suite à l'incident, Fernando décide d'organiser une fête pour célébrer l'anniversaire de son fils et invite tout le monde, y compris le comte de Monte Cristo. Ce dernier assiste à la fête, et personne ne le reconnaît car il apparaît désormais extrêmement riche et royal. Cependant, Mercedes, qui est également présente à la fête, reconnaît Edmond à ses petites habitudes comme le fait de tourner distraitement ses cheveux. Il est évident qu'elle est toujours amoureuse de lui et l'affronte même. Toutefois, le comte de Monte Cristo insiste sur le fait qu'Edmond Dantès est mort et quitte la fête. Il ne se rend pas compte que la femme n'a jamais mentionné le nom complet d'Edmond, connu de très peu de personnes. Plus tard dans la semaine, Edmond imagine un autre plan. Cette fois, il parle au magistrat et laisse délibérément échapper qu'il a localisé le trésor de Spada, et qu'il l'expédie par Marseille. Le magistrat, connu pour sa malhonnêteté, partage l'information avec Fernando et Philippe. À leur insu, Edmond sait qu'ils essaieraient de se tromper les uns les autres. Comme il l'avait anticipé, lorsque la cargaison contenant le trésor arrive, Philippe trahit tout le monde et tente de prendre la majorité du trésor pour lui. Mais il est rapidement confronté à Edmond, qui arrive rapidement avec la police. Philippe est alors arrêté pour vol du trésor et jeté en prison. Quelque temps plus tard, Edmond confronte Villefort dans un bain public. Il lui demande pourquoi le magistrat a menti à Mercedes il y a de nombreuses années, en affirmant qu'Edmond avait été pendu. Le magistrat est stupéfait de savoir comment Monte Cristo connaît cela. Néanmoins, il avoue avec arrogance qu'il a persuadé Fernando de tuer son père. En échange, il a dit à Mercedes que son amant avait été exécuté, la forçant ainsi à épouser Fernando. Le magistrat croit également que personne ne pourrait jamais prouver son crime. À son insu, Monte Cristo avait tout planifié et plusieurs policiers sont cachés derrière le rideau dans le bain. Le magistrat est alors arrêté pour avoir conspiré pour tuer son père et jeté en prison. Dans la scène suivante, Mercedes arrive chez Monte Cristo et révèle qu'elle sait qu'il est Edmond. Elle lui demande comment il savait qu'Edmond Dantès était mort, son nom de famille n'étant pas largement connu. Malgré son désir ardent de vengeance, Edmond admet enfin sa véritable identité et demande à Mercedes pourquoi elle ne l'a pas attendu. Elle explique son côté de l'histoire et lui montre l'anneau de fil qu'il lui avait donné il y a des années. Cela émeut notre héros et il finit par faire l'amour avec elle. Le lendemain, Mercedes confronte son mari et révèle une vérité choquante, Albert est le fils d'Edmond. Elle avait épousé Fernando et prétendu que l'enfant était né prématurément pour dissimuler sa véritable paternité. En entendant cela, Fernando part dans un accès de rage et se rend finalement dans un endroit où il avait prévu de cacher le trésor de Monte Cristo après l'avoir volé. Cependant, il est accueilli par Edmond qui déclare maintenant ouvertement sa véritable identité. Fernando est stupéfait de voir son vieil ami debout devant lui, mais lance rapidement une attaque à l'épée. Cependant, Edmond, qui s'est entraîné à l'escrime quotidiennement pendant plusieurs années en prison, dévie facilement les attaques. Il est sur le point de tuer son ami traître lorsque Albert arrive soudainement et se place au milieu. L'enfant est rapidement suivi par Mercedes qui révèle enfin haut et fort sa véritable paternité. Réalisant qu'il ne veut pas vivre dans un monde où Edmond a tout et lui rien, Fernando lance une nouvelle attaque. Il s'engage dans un duel féroce, qui se termine avec Edmond enfonçant son épée dans le cœur de son adversaire. La scène passe à 3 mois plus tard, alors qu'Edmond retourne au château d'If pour rendre hommage à son ancien mentor. Il a acheté la prison pour s'assurer qu'aucun prisonnier ne subira jamais les mêmes conditions de torture qu'il a endurées. Edmond est désormais dédié à utiliser son trésor pour le bien de l'humanité, comme Faria lui avait conseillé avant de mourir.